Merci. Alors, nous enchaînons sur cette deuxième partie de la deuxième journée. Alors, sur le panel numéro 4 intitulé Apport du plurilinguisme en contexte préscolaire. Bon, par effet d'annonce, nous avons attiré quand même l'attention de la présence sur l'importance de la question linguistique dans le référentiel de compétences du formateur, dans le travail quotidien et dans la tâche de l'enseignant. Et donc au programme, voilà, nous avons une première communication qui va être réalisée à distance par, je vais essayer quand même de prononcer le nom, de bien prendre alors un cas, Beljak Babik, alors, qui est maître de conférence, habilité à diriger des recherches, qui est à la retraite, mais qui est membre de l'INCC, alors CNRS, j'aurais du mal quand même à dire l'acronyme, de l'Université de Paris Cité. Alors, une communication intitulée langue, alors langue singulier ou pluriel, familiale, toujours singulier pluriel. Alors, langue familiale, langue de l'école, l'enjeu pédagogique. Alors, et qui sera suivi d'une deuxième communication par le professeur Zahra Mimid, une communication intitulée « Quelles compétences en langue française pour les éducateurs du préscolaire ?» Madame Anka Beljak, à vous la parole. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas être avec vous. En plus, je ne crois pas, je ne parle que au diaporama, mais grâce à la technologie, nous sommes quand même ensemble. Donc, j'ai intitulé ma présentation langue familiale et langue de l'école, l'enjeu pédagogique, parce que, évidemment, et ça vous le savez, la majorité de la population mondiale est bilingue, et ça n'échappe pas non plus, le Maroc n'échappe pas à cette situation. Différentes langues sont parlées par différentes populations au Maroc, comme en France, comme beaucoup d'autres pays, même si dans certains pays, il y a une langue qui est officielle. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est juste quelques notions pour rappeler ce que c'est qu'il y a très peu de bilingues qui sont équilibrés, c'est-à-dire où les deux langues sont vraiment maîtrisées de façon à peu près égale. Il y a toujours un moment donné, et dans une situation donnée, une langue n'est pas parfois l'autre. Ce qui passe, il faut aussi savoir, et je pense que là-dessus, enfin, je sais que là-dessus, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, et dans l'opinion publique, il existe toujours l'idée qu'il existe des bilingues parfaits, mais il n'y en a pas. Le niveau de compétences en langue 2 varie tout au long de la vie. Pour la petite enfance, il y a plutôt la langue maternelle, la première, qui est supérieure à la langue de la société ou la langue qui va être la langue de l'école. À l'entrée à l'école et en cours d'année, les deux langues vraies. Puis il y a un décalage. Puis il y a une deuxième langue qui peut être, enfin, qui va dominer par rapport à la première langue. Donc, s'il n'y a pas de pratique, ni en L1 ni en 2, il y a perte de la première langue et pas de continuité et persévérance de l'apprentissage de L1 et L2. L1 ou L2, donc il y a l'oubli de L1 ou L2. Alors, un grand spécialiste du bilinguisme, François Grosjean, il a donné une définition qui me semble tout à fait appropriée. Alors, on vous entend bien, hein, vous pouvez continuer. Oui, mais en décalage. Alors, un bilingue n'est pas la somme de deux monolingues, c'est un locuteur qui est particulier, qui ne se comporte pas exactement comme un monolingue dans chacune de ces langues. Voilà. Alors, c'est un domaine, parce que j'ai l'écho et je ne fais
décalage. C'est un peu déterminant, il faut continuer, mais je vais faire comme je peux en plus. Alors, par rapport au développement du langage chez les enfants bilingues, sur lequel j'ai travaillé pendant 30 ou 40 ans. En fait, vous avez toujours le Facebook qui est le live, c'est ça? Oui, donc il faut que je coupe le Facebook. Vous coupez le Facebook parce que c'est pour ça que vous avez les deux en même temps. D'accord, je vais faire tout de suite. Voilà. C'est bon maintenant? Voilà. Développement du langage chez les enfants qui sont bilingues, c'est un domaine dans lequel je travaille pendant de nombreuses années. Et toute la littérature et tous les données scientifiques dans ce domaine montrent qu'il n'y a pas de retard, de différence par rapport au développement du langage des monolingues, alors que la tâche est plus complexe pour les enfants qui sont dans un milieu bilingue. Ils ont un univers sonore qui est complexe et plus variable, parce qu'il y a deux langues de sonorité, en plus il y a des locuteurs qui parlent, qui sont actifs, les autres ne le sont pas. Donc tout ça, ça crée vraiment un milieu sonore et linguistique complexe. Donc ils parlent avec plusieurs accents, ils passent d'une langue à l'autre, et aussi les parents parlent parfois entre eux dans une autre langue que celle qui est adressée à l'enfant. Dans ce contexte, l'enfant doit constituer deux systèmes grammaticaux, deux vocabulaires en parallèle, deux façons aussi à s'adresser, ce qui est complexe et finalement pas si compliqué. Et on arrive à la conclusion qu'acquérir deux langues n'est pas plus difficile qu'une seule, qu'acquérir une seule langue. Ça ne prend pas plus de temps, mais pas 2 fois plus de temps qu'acquérir une seule langue. De plus, c'est bilingue. L'Église procure des avantages dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine cognitif, on sait maintenant que les bilingues ont de meilleurs résultats que les monolingues dans les situations qui demandent par exemple le contrôle d'attention, qui demandent aussi une grille de réponse qui sont appropriées. Par exemple, quand on parle comme on est beaucoup de bilingues, lorsqu'on parle dans une langue, on sous-estime finalement l'autre langue pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et aussi, ce bénéfice cognitif est observé tout au long de la vie. Chez les nourrissons de 7 mois, enfants de 5 à 6 ans, les personnes âgées. Et on sait que, par exemple, en des maths, les personnes qui sont bilingues, sur la l'apparition des maladies neurodégénératives moyennes peut être retardée de 5 à 7 ans. Donc, à plusieurs niveaux, au niveau cognitif, le bilinguisme apporte les avantages. Ça ne veut pas dire que les bilingues sont plus intelligents et plus aptes à faire des choses, mais tout simplement du fait qu'on doit changer d'une langue à l'autre et qu'on doit en permanence être vigilant et attentionné à des sollicitations en langue du milieu, fait que dans certaines tâches, les bilingues sont meilleurs que les monolingues. Et puis, évidemment, il y a des avantages culturels, accès à deux cultures, vision du monde, parce qu'on sait que chaque langue aussi décrit le monde d'une façon un peu particulière. On peut traduire d'une langue à l'autre, mais chaque langue a une description différente. Ça aussi donne plus de tolérance, parce qu'on accepte qu'on n'a pas toujours les mêmes points de vue, de l'intérêt et de la curiosité pour les cultures différentes. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe aussi bien chez les jeunes enfants, au long de la vie, chez les adolescents et chez les adultes. Et puis, il y a des avantages linguistiques, évidemment. Et ça, on sait bien que les études sont encore assez restreintes dans ce domaine, il y a plus de facilité d'apprentissage d'une nouvelle langue lorsqu'on est déjà bilingue. Et ça, on a remarqué, ça, on a observé chez les enfants, aussi bien que chez d'autres personnes. Et aussi, ce qui est tout à fait important, et ce qui fait que les mêmes jeunes enfants, ils sont tout à fait à l'aise lorsque on verra que les conditions de l'acquisition de deux langues sont optimales et favorables, qu'ils développent précocement la métalinguistique, c'est-à-dire la réflexion sur le langage, la comparaison des langues, et donc ils utilisent spontanément, inconsciemment, cette capacité linguistique que les enfants monolingues vont finalement mettre en place lorsqu'ils vont commencer à écrire, lorsqu'ils vont être dans cet apprentissage explicite d'écriture, où ils vont se rendre compte que certains sons qu'ils produisent, c'est d'une certaine façon et pas dans d'autres façons. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, au développement et capacité et la maîtrise des langues chez les enfants? Que la présence de deux langues ne perturbe pas les enfants, que l'acquisition de deux langues ne prend pas plus de temps
on acquérir une seule, même si on verra certaines fois des décalages et des fois de les compétences langagières des enfants bilingues sont inférieures à celles des enfants monolingues si on compte seulement une seule langue. Donc, si on prend en considération les compétences de la langue pour lesquelles ils sont moins forts, évidemment qu'il va y avoir des résultats qui sont au moins au début de la scolarisation inférieure sur des monolingues. Les bilingues sont aussi performants que les monolingues dans la langue dominante, et ça de nombreuses études le montrent. Et, comme j'ai déjà dit, il faut tenir compte du fait qu'il y a toujours une langue qui domine. Et la qualité, la quantité d'exposition à chaque langue, ainsi que l'environnement socioculturel, vont influencer le cours de développement de la langue donnée. Donc, évidemment, et la quantité, et la qualité, et tout le contexte socioculturel qui va déterminer le progrès dans chacune des langues. Et des avantages, mais évidemment, le processus il est très long et pour dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions, pour que les enfants deviennent bilingues et qu'ils gardent les deux langues de façon plus ou moins équilibrée, ça demande beaucoup d'investissement, mais qui vient aussi spontanément sans que ça soit une tâche plus difficile pour les apprenants. Alors, évidemment, on a aussi des difficultés. Tout n'est pas aussi simple, mais aussi facile, et ça, vous le savez tous ceux qui sont bilingues, qui ont appris notre langue à un moment donné, que c'est pas toujours évident. Pourquoi bilingue, on a des situations, et je vous donne aussi des situations, surtout par rapport à la situation en France, que les enfants démarrent tardivement la production, ils commencent à parler plus tardivement. Alors, ce qui est important aussi de savoir et de se rappeler qu'il y a une grande variabilité aussi qui existe chez les monolingues. Certains enfants commencent très tôt à parler et d'autres beaucoup plus tardivement. Et cette variabilité est encore plus importante chez les enfants bilingues. Donc il faut accepter le fait que certains enfants ils vont prendre un peu plus de temps parce qu'ils ont plusieurs langues et que avancer en parallèle ou de façon un peu décalée dans les deux langues, ça va prendre un peu plus de temps. Chez les bilingues aussi, il y a moins d'exposition à chacune des langues, donc il faut tenir compte de ce fait, et aussi moins d'occasion de parler pour chaque langue. Donc, comment il faut faire? Comment faire dans ces situations? Bon, il faut être patient, ça c'est sûr, et aussi accompagner leur progrès, qui n'est pas toujours linéaire. Même chez les enfants monolingues, le développement du langage ne suit pas une courbe linéaire, donc chez les bilingues, c'est exactement c'est similaire, il y a des paliers, il y a des progrès, et puis après, quelquefois, des reculs et des... Alors, aussi, des situations où l'enfant parle seulement dans sa langue de la famille, dans sa langue maternelle. Et ceci, on parle dans la littérature, c'est décrit comme un mutisme sélectif. Les parents ils disent que l'enfant parle très très bien à la maison, et quand il arrive à l'école, il ne parle pas. Alors, comment faire quand on est éducateur et quand on est aussi des parents, parce qu'évidemment, les parents aussi s'inquiètent. Il faut surtout évaluer les compétences de la langue maternelle. Ce n'est pas toujours facile, mais quand même des tests, dont un qui a été élaboré par l'équipe de Marie-Rose Moreau, qui est une pédopsychiatre très engagée et très expérimentée dans le domaine justement du bilinguisme et du culturalisme. Ils ont élaboré donc un test, une batterie de tests en langue maternelle, et là, donc on peut avec un certain entraînement tout à fait évaluer les compétences de l'enfant dans les deux langues. Et elle dit aussi quelque chose qui me semble essentiel, que valoriser la langue maternelle, ça permet de valoriser la sécurité dans la langue maternelle, qui est d'investir la langue seconde et les apprentissages dans cette langue. Donc c'est très important aussi que cette langue maternelle soit maintenue. Et puis il y a des situations aussi où l'enfant ne parle pas. Alors ça, il faut vérifier s'il comprend, parce qu'il y a des situations pour différentes raisons où l'enfant n'arrive pas à parler ni dans sa langue maternelle, ni de la se comprendre. Alors, vérifiez d'abord s'il comprend. Si c'est le cas, normalement, il n'y aura pas trop de problèmes, mais il faut rester quand même vigilant.
Et sinon, il faut aussi consulter les spécialistes, voir s'il n'y a pas de problèmes d'audition qui peuvent aussi être mal diagnostiqués et tardivement diagnostiqués chez certains enfants et du fait ils ne parlent pas. Aussi, quelquefois, des retards neurologiques, des problèmes neurologiques, psychologiques et pédiatriques. Donc, consulter ces différents spécialistes quand c'est possible. Parce qu'aussi, quelquefois, est-ce qu'on rencontre en France que les parents, lorsque l'enfant est bilingue et qu'il ne parle pas, ils mettent ça sur le fait que justement il est bilingue, c'est plus difficile pour lui, et ils sont un peu dans le déni par rapport à les difficultés qu'il peut rencontrer qui sont d'ordre et neurologique, psychologique ou autre. Alors, dans toute cette question de bilinguisme, et ça j'imagine que c'est présent au Maroc, il y a quand même une tâche des langues. Et certains bilinguismes sont stimulés et valorisés, en France par exemple, avec les langues internationales, avec l'allemand, l'espagnol, et récemment le mandarin, et on parle d'un bilinguisme de prestige. Alors que le bilinguisme de langue régionale n'est pas encore complètement accepté, et pour ça, dans ces situations, j'imagine qu'il y a des cours qui seraient possibles peut-être en Maroc. Et d'autres bilinguismes, ça c'est le cas de la France, sont vraiment dévalorisés et incorporés dans le système scolaire. Et c'est surtout les langues de l'éducation, l'arabe, le turc, les langues africaines, les langues asiatiques, et on parle d'un bilinguisme de second ordre, inutile. Et souvent, ce langage et ces concepts sont diffusés aussi bien par les enseignants, et souvent aussi les parents se autocensurent parce qu'ils considèrent que leur langue, même si elle n'est pas une langue internationale, elle n'est pas utile. Donc déjà, l'idée qu'une langue puisse être inutile paraît complètement absurde. Et c'est vraiment, quand on dit ça à la personne, votre langue est inutile, moi je considère que c'est une agression. Alors, et cette attitude vis-à-vis du bilinguisme et que une dépréciation de la langue maternelle, de leur culture et leur identité qui le crée. Et cette insécurité linguistique se produit aussi chez les parents que chez les enfants. Et cette insécurité aussi risque de compromettre le développement langagier typique de ces enfants. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel on doit être vigilant et changer les mentalités qui existent par rapport à la place, au statut de certains langues. Alors, des questions d'éducateurs, elles sont aussi tout à fait légitimes. Comment adapter l'éducation au phénomène de la diversité linguistique et culturelle? Comment veiller au développement langagier de jeunes enfants dans ce contexte, sans avoir reçu une formation appropriée? Et dans ce domaine, je vais dire aussi quelques mots, parce que cette formation n'est pas encore complètement partagée par tous les enseignants en France aussi. Donc, comment accompagner les familles qui désirent transmettre leur langue? Et surtout, ne pas leur suggérer, ne pas leur suggérer quelquefois fortement, ne pas parler leur langue à la maison. Parce que l'impact de cette situation est vraiment très important pour les apprentissages à l'école. Si c'est positif, si l'attitude est positive, et si l'école prend en compte les compétences et l'expérience déjà acquises, ça permet à l'enfant vraiment de rentrer plus facilement dans la langue de l'école et donc d'avoir une attitude plus positive par rapport à d'autres acquis. Et une compétence aussi du linguisme dit c'est par la reconnaissance et la valorisation des compétences de la langue maternelle de l'enfant que l'acquisition de compétences dans une nouvelle langue peut se construire. Donc c'est sur la base de la bonne structuration de la langue maternelle qu'une nouvelle langue peut aussi se structurer. Si l'attitude est négative et si l'école accorde trop d'importance au déficit de tes enfants, de la maîtrise de la langue de l'école, alors l'insécurité linguistique dont j'ai parlé s'installe, le sentiment de non-appartenance à l'école et des études en Europe et des études qui étaient aussi
réalisée par l'OCDE dans différents pays montrent à quel point les enfants d'immigration, ou des enfants donc, qui ont une autre langue que la langue de l'école, peuvent se sentir complètement en dehors du système, ne pas appartenir à ce système. Et puis, bon, le risque de l'échec scolaire est important. Alors, comment faire? Donc toute cette panoplie de difficultés, de désavantages, etc. Donc, former, il me semble essentiel de former les professionnels, de diffuser les connaissances et les pistes de réflexion, ainsi que des outils pour une meilleure compréhension et un suivi approprié de l'enfant bilingue en famille, à l'école et dans la société. Alors, nous avons créé, il y a eu pratiquement 10 ans, un DU à l'Université Paris-Cité, et donc la compréhension et accompagnement de l'enfant, du développement de l'enfant bilingue, qui était où les meilleurs spécialistes en France intervenaient, des sociolinguistes, des psycholinguistes, des neurolinguistes, des psychologues des écoles, des orthophonistes. Et malheureusement, ce DU a été fermé cette année par manque de stagiaires, juste au moment où nous avons commencé aussi à faire une collaboration avec France Éducation Internationale. Donc, c'était une grande déception pour moi et pour mes collègues, mais nous pensons que de toute façon, nous pouvons continuer à faire des formations ponctuelles dans le lieu où on sera invité, où on pourrait proposer une formation plus courte, mais tout à fait importante dans ce domaine. Alors, est-ce que nous pensons qu'ouvrir l'école à la diversité en intégrant les compétences linguistiques plurielles des enfants, des élèves est un point très important. Ça permet de valoriser les langues familiales. Et donc, pour cela, mon association, qui s'appelle maintenant Bilingue et Plus, mais avant s'appelait Café Bilingue, a proposé au ministère de l'Éducation nationale de proposer la semaine des langues, ce qui a été accepté. Et depuis maintenant 7-8 ans, cette semaine des langues est proposée dans des écoles. Ce n'est pas obligatoire, mais les écoles peuvent mettre en place la semaine des langues. Alors pourquoi la semaine des langues? Pour valoriser le plurilinguisme, parce que, comme on l'avait dit, la maîtrise de la langue de scolarisation peut d'autant mieux se construire si elle se fait sur la solide base de sa langue maternelle. Pour diminuer le clivage entre la famille et l'école, et j'ai entendu dans plusieurs présentations aujourd'hui à quel point il est important que les parents aussi puissent être co-éducateurs, ce qui est dans les textes, par exemple dans les textes officiels en France, et comment rencontrer la famille lorsqu'elle n'est pas dans la famille, dont la langue n'est pas vraiment celle de l'école. Pour toucher donc les parents qui sont très à l'aise avec la langue de l'école, et puis accueillir cette diversité linguistique et culturelle dès la crèche, donc vraiment dès les petites, et donc dès l'école maternelle, c'est une question, il me semble, de justice sociale. Alors, pour cela, mon association Bilingue et Plus vient de sortir un guide de la semaine des langues qui était réalisé par l'ABEX-EFL, c'est un laboratoire de pluridisciplinaire de chercheurs en linguistique de l'Université Paris-Cité, Paris Diderot et INACO, donc aussi subventionné par notre association et par aussi le Centre de neurosciences éducatives et cognition auquel appartient le laboratoire dans lequel je travaille maintenant. Alors, donc c'est un document qui a 68 pages, qui est joliment illustré. Et alors, pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous avons constaté que pour qu'on puisse mettre cette semaine des langues en place, il faut un peu donner des arguments, d'une part, suggérer des activités aux enseignants, et puis aussi comment rentrer cette activité et assurer un peu les enseignants que ces activités rentrent dans le cadre institutionnel tel qu'il est proposé par le ministère. Alors, il y a 3 parties, dont une justement présente des arguments issus de la recherche scientifique sur les compétences des bilingues et les avantages qui procurent l'acquisition de plusieurs langues. Deuxième partie, je vais vous donner quelques exemples, apporte plusieurs vingtaines ou trentaines d'activités pédagogiques qui sont juste à proposer aux enseignants pour qu'ils puissent s'inspirer et faciliter éventuellement la mise en place de cette semaine des langues, et puis le cadre institutionnel qui inscrit ces pratiques dans les règlements institutionnels de l'éducation nationale. Alors voilà quelques pages
là c'est bon, c'est juste par rapport à l'introduction, les langues familiales, c'est une des pages de cet argumentaire. Quelques pages aussi sur les activités qu'on peut proposer dès la crèche, dès l'école maternelle, et puis, donc c'est la troisième partie, le cadre institutionnel avec les textes officiels. Alors, en dehors de ce guide qui a déjà beaucoup de succès auprès des gens qui l'ont lu et qui commandent, il y a plusieurs ouvrages que vous connaissez sûrement qui mettent à la disposition des enseignants différentes connaissances, pistes, pratiques et des travaux sur l'acquisition et à la place des langues à l'école. Voilà quelques images juste pour des activités avec les parents qui étaient menées dans plusieurs écoles maternelles excusez-moi de vous interrompre. Vous m'entendez? Ça ira pour 2 minutes. Alors, 2 minutes, ça ira. Vous aurez le temps de conclure dans 2 minutes. Les activités sans les parents. Donc, oui. Il vous reste 2 minutes, ça va aller pour finir? Si je finis dans une. Activités sans les parents, donc on peut écouter des histoires, écouter les cantines, et puis activités à l'échelle de l'école, où on partage un mur où les parents peuvent écrire des mots proposés par l'école dans leur langue. Voilà, merci pour votre attention. Vous pouvez arrêter le partage d'écran. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Madame Renka, Béjéliac Rabik. Alors, je dois rappeler que vous êtes membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, membre du Conseil supérieur des langues de l'éducation nationale, et que vous avez publié quand même de nombreux articles scientifiques sur l'acquisition du langage nouveau-né, enfant, et on constate très bien quand même les incidences de ces publications et de vos centres d'intérêt par rapport à votre communication. Votre communication, je dois rappeler quand même les grandes lignes. Alors, vous avez souligné le développement du langage chez les enfants bilingues. Vous avez quand même défendu largement la possibilité, avec moins de contraintes pour les enfants, de maîtriser 2 langues, malgré le déséquilibre souligné pour la maîtrise de l'une ou l'autre langue, avec à chaque fois, donc, alors, en termes de dominance, la dominance de L1, c'est-à-dire la langue maternelle, dépend de L2. Et malgré encore le retard accusé par l'enfant au niveau surtout de la production, vous avez précisé que ça c'est un constat général. On constate très bien que les enfants de manière générale s'expriment dans leur langue maternelle, donc à l'oral. Bon, en tant que phénomène sociolinguistique et en tant que chercheuse, alors vous avez rappelé que le bilinguisme des enfants se manifeste différemment selon les contextes nationaux et internationaux. Vous avez cité un certain nombre de contextes liés par exemple à l'immigration ou l'instrumentation des langues, en plus des langues maternelles, donc les langues des pays d'accueil qui peuvent jouer un rôle par rapport à l'éducation préscolaire. Et vous en avez profité pour mettre en exergue le statut des langues en question, alors ce statut qui varie également en fonction des environnements sociaux, mais également géographiques. Vous avez effleuré l'impact du bilinguisme avec un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, selon qu'il s'agisse d'un bilinguisme plus ou moins équilibré, et dans une perspective de gestion, de bonne gestion plutôt de la diversité, eh bien, vous avez fini par défendre l'instrumentation et l'intégration du plurilinguisme et du bilinguisme voilà, dans l'éducation préscolaire pour une meilleure prise en charge des ressources mobilisées par les enfants. Voilà, j'espère que je n'ai pas trahi votre pensée. C'est très bien. Donc, je ne vais pas tarder, j'enchaîne tout de suite sur une seconde communication de ce 4e panel. Je rappelle
professeur Mimide interviendra sur les compétences. Rebonsoir. Donc, j'assure donc le module intitulé Outils langagiers d'expression et de communication, en français. Alors, cette communication est le fruit d'une réflexion. Je tiens à mentionner que je ne suis pas une spécialiste du préscolaire. C'est uniquement, je vais parler de mon expérience au sein de cette licence en éducation. Alors, la question que nous nous sommes posée, c'est quelles compétences en langue française pour les éducateurs du préscolaire? Nous allons décliner cette question ainsi. Quelle est l'importance des compétences? Quelles sont les compétences linguistiques pour l'exercice de la profession d'éducateur? Et le niveau de compétences linguistiques de ces futurs éducateurs. D'accord? Alors, l'éducateur est amené, dans le préscolaire, à communiquer en arabe, amazigh, français et anglais. Alors, nul besoin de rappeler et de nous étaler sur le fait que la langue est un élément capital et omniprésent en pédagogie. Chaque aspect du travail de l'éducateur repose sur l'usage efficace de la langue. Et d'ailleurs, le rapport préparatoire du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique, rapport intitulé « Un préscolaire équitable et de qualité », souligne, je cite parce que je trouve que la citation est très importante, « L'éducateur joue un rôle primordial dans le développement du langage, grâce à son propre niveau linguistique. » J'ai pris cette phrase-là parce qu'elle met en avant la corrélation étroite entre le niveau linguistique de l'éducateur et le développement du langage de l'enfant. C'est une chose cruciale. Et il est question dans ce rapport de niveau de langue et non pas de communication ou autre. Alors, au préscolaire, il faut le dire, l'éducateur ne fait jamais de leçons de langue ou quoi que ce soit. L'enfant va apprendre par l'écoute ou par etc. Donc, il n'y a pas de leçon de langue. C'est lors des différentes activités, qu'il s'agisse des chansons ou de jeux ou autres, donc de différentes activités disciplinaires, que l'acquisition et le développement du langage se fait. En effet, ce sont ces différentes activités qui soutiennent le développement du langage. Alors, bon, comme je le disais, ça peut être des activités basées sur des supports visuels ou autres. Et c'est durant ces activités que l'enfant apprend à parler explicitement. Lors de ces activités, l'éducateur encourage et soutient l'expression de l'enfant. Il l'incite à parler, à écrire ou autre, à dessiner ou autre. Alors, l'éducateur devra également enrichir le langage de l'enfant, enrichir son lexique. Et cela va lui permettre de s'exprimer de façon plus riche, je dirais. Tantôt dans sa langue maternelle, tantôt en arabe, en amazigh ou autre. Alors, comme je l'ai dit, l'éducateur doit être doté d'une certaine compétence linguistique, car cette dernière est constamment sollicitée dans le cadre de son travail. Et ce, quelle que soit la discipline. Bon, je parle d'enseignant en général. Alors, je rappellerai très brièvement, pour qu'on soit d'accord, la définition pour laquelle nous avons opté. C'est celle de Claude Bacot, qui est un enseignant-chercheur en sciences du langage, pour qui la compétence linguistique elle repose sur la connaissance des règles qui régissent l'utilisation d'un code linguistique et sur la capacité de mettre celle-ci en pratique en contexte de communication. Donc, on en vient donc à se demander si la formation initiale des éducateurs du préscolaire soutient adéquatement le développement des compétences linguistiques de ces futurs apprenants. Alors, certes, le module intitulé « Outils langagiers d'expression et de communication » fait partie intégrante du référentiel des compétences des futurs éducateurs. Et ce module fait l'objet d'une évaluation. Mais en tant qu'enseignante, et là je parle de mon expérience, j'ai pu constater que de nombreux étudiants et étudiantes éprouvent des lacunes en langue française.
Nous devons donc nous alarmer de la situation. Alors lorsque je parle de s'alarmer, c'est-à-dire c'est dans le sens d'avertir, d'informer d'une situation. Alors, tout à l'heure j'ai cité un rapport qui a été fait au Maroc. Là je passe à un rapport qui a été financé par le gouvernement canadien en 2013, intitulé « Parlons d'excellence, compétences linguistiques pour un enseignement efficace ». Donc c'est l'intitulé du rapport. Ce rapport met l'accent sur le lien entre les habiletés verbales des enseignants et le rendement des élèves. Vous voyez, ça revient, c'est quelque chose de récurrent. Le rendement des élèves est en étroite corrélation par rapport au niveau linguistique de l'enseignant. Donc, ce constat a été établi par de nombreuses études. Ainsi, la compétence de l'enseignant, la compétence orale, permet de prédire, d'après ce rapport, les résultats des élèves en ce qui concerne la reconnaissance des lettres, la lecture des mots et la conscience phonologique également. Là, c'est le niveau linguistique des futurs éducateurs, des éducateurs qui influent sur cela, même sur la conscience phonologique, ce qui, à mon sens, est quelque chose d'énorme. Dans ce rapport, il y a toute une revue de littérature qui met en évidence l'importance des compétences linguistiques que doivent posséder les enseignants, et ce, de la maternelle, c'est-à-dire le préscolaire, jusqu'à la 12e année. Je ne connais pas le système canadien, mais je pense que ça correspond à peu près au baccalauréat marocain. Ce rapport souligne le rôle central et déterminant de l'éducateur. Ainsi, pour favoriser des interactions positives avec leurs élèves, avec les enfants, bon, ici on parle d'enseignants en général, les élèves, les enseignants doivent posséder non seulement des habiletés de communication, mais aussi des compétences linguistiques. La maîtrise de la langue par les enseignants constitue un élément clé de la réussite des élèves. Et cela est d'autant plus important que, par exemple, dans le contexte marocain, par exemple, je parle du français en ce qui me concerne, l'enseignant, parfois, est le seul modèle. C'est la seule personne avec qui l'enfant est amené à communiquer. Cela est d'autant plus important dans notre contexte marocain. De nombreuses recherches, toujours citées par ce rapport canadien, abordent directement l'importance pour les enseignants de posséder des compétences langagières poussées. Poussées, je dis bien poussées parce qu'on en reviendra. La deuxième question repose sur quelles compétences langagières. Ici, il est question de compétences langagières poussées afin d'enseigner efficacement, ainsi que l'obligation, partagée par tous les enseignants et sans égard à la matière enseignée, de favoriser un bon usage de la langue. C'est-à-dire qu'un enseignant du préscolaire, lorsqu'il fait faire un dessin, par exemple, aux enfants, il se doit de maîtriser la langue. Et c'est une maîtrise poussée qui est exigée. On n'est pas dans un niveau A1 ou A2. Ainsi, on confère aux enseignants le rôle de modèle langagier en ce qui concerne les règles d'usage, de grammaire, de syntaxe, d'orthographe, de prononciation, d'articulation. Tous ces rôles-là sont conférés à l'enseignant. Dans de telles circonstances, les enseignants deviennent les principaux modèles en ce qui concerne l'usage de la langue, orale ou écrite, mais surtout orale. Ils doivent donc posséder les compétences linguistiques pour s'acquitter de cette responsabilité. Il y a une responsabilité, et c'est tout un travail qui, me semble, doit être fait. Le futur éducateur doit être conscient de cette responsabilité qu'il a. Lorsqu'ils exercent leur profession en classe, la maîtrise de la langue est l'un des plus importants éléments, des éléments les plus importants de leur bagage d'aptitude professionnelle. C'est vrai qu'il y a de la psychologie, on fait de la psychologie, on étudie la psychomotricité, etc. Mais il doit y avoir également, on doit se focaliser, à mon sens, sur l'importance de la langue. Au Québec, je reviens toujours au Québec, un test de certification en français écrit pour l'enseignement a été mis en place à partir de 2013, et cela reflète cette préoccupation relative à la qualité de la langue
et le rôle des enseignants qui en découle, celui de modèle langagier. On en revient toujours au modèle. En Belgique également, je parle également du modèle belge, dès la rentrée 2023, la maîtrise de la langue française sera une obligation pour tous les enseignants, y compris ceux du préscolaire. Alors, les futurs éducateurs, les futurs enseignants, quelle que soit leur discipline, passeront un test de français dès la première année de formation. Donc, s'ils réussissent à ce test, c'est bon. Par contre, s'ils échouent, s'ils réussissent, ils sont dispensés de cours. Par contre, s'ils échouent, ils ont l'obligation de suivre un cours. Donc, les futurs éducateurs devront maîtriser les 4 compétences, compétences écrites, orales, etc. Bon, je vais avancer un petit peu. Cependant, l'expression orale est la compétence langagière qui reçoit le plus d'attention dans la revue de littérature. À travers toutes les lectures que j'ai faites concernant le préscolaire, c'est la compétence orale. L'expression orale est la modalité langagière la plus fréquemment utilisée par les éducateurs. Alors, lesquels devront être de bons locuteurs, donc parler avec aisance, bien prononcer les mots, s'exprimer à un rythme convenant aux enfants, se servir de l'assistance, d'un ton approprié, articuler adéquatement, utiliser les structures linguistiques correctes, entre autres. Ils seront également amenés à utiliser des procédés rhétoriques. Je pense par exemple à la comparaison ou à la gradation et des stratégies de simplification. Vous voyez l'importance du niveau de la langue. Cette littérature avance en outre que pour communiquer oralement de façon appropriée, les enseignants doivent être conscients, prise de conscience du rôle et accepter leur rôle de modèle langagier lors de l'exercice de leur profession. Alors, je passe au deuxième point. De quel niveau de compétences linguistiques ces futurs éducateurs ont-ils besoin pour exercer leur profession? Comme nous venons de le voir, pour l'éducateur, en formation ou en exercice, la maîtrise de la langue revêt une importance professionnelle primordiale. Et c'est l'oral qui constitue le mode de communication qui prédomine sur tous les autres. Les compétences attendues des enseignants pour l'oral sont nombreuses. On les a énoncées, donc inutile de rappeler. Mais il devra, par exemple, je vais citer, par exemple, il devra utiliser la comparaison, clarifier des concepts et des notions, choisir, ajuster son discours en fonction des éléments d'une situation. Il devra également fournir une explication de façon claire, en peu de mots, parler d'une idée, etc. Je tiens également à spécifier que l'éducateur sera amené à communiquer avec les enfants, mais également avec les parents. Et il sera amené à communiquer en arabe, en français ou parfois même en anglais. Donc il sera amené également à communiquer avec les parents. Je parle de compétences écrites, orales, mais je peux parler également de compétences écrites. Par exemple, répondre à un mail en arabe, il faut qu'il ait un certain niveau de compétences linguistiques. Je mets également l'accent sur l'interrogation. L'interrogation effectuée par les enseignants. Une interrogation efficace contribue significativement à un enseignement de qualité et à la réussite des élèves. Il faut pouvoir, par exemple, poser des questions et savoir poser les différents types de questions. Est-ce qu'on va poser une question ouverte? Est-ce qu'on va poser une question fermée? Une question orientée? Une question rhétorique? Ou également reformuler. Lorsque j'ai un enfant, lorsqu'un enfant communique avec moi, je dois, par exemple, reformuler. Donc les techniques d'interrogation et de reformulation sont très importantes. L'interrogation permet d'approfondir la compréhension et de développer la pensée imaginative. Voilà. Donc, je vais... donc, à mon sens, un niveau B2 correspond à un niveau d'utilisateur. C'est le niveau B2 auquel que les futurs éducateurs devraient avoir. Il correspond à un niveau intermédiaire. Cela signifie qu'il devra comprendre le contenu essentiel, communiquer avec spontanéité et aisance, s'exprimer de façon claire et détaillée, etc., sur une grande gamme de sujets. Alors, j'en arrive donc à ma conclusion. Les ressources humaines bien formées constituent une composante sans laquelle aucune
mise à niveau qualitative de l'éducation préscolaire n'est envisageable. Les lacunes en compétences langagières des futurs éducateurs nuisent à la qualité du mode d'enseignement. Elles en constituent un véritable frein. Et je vais mettre mes lunettes, pardon. Et donc l'intitulé du cours, c'est « Quelle formation pour une éducation de qualité au préscolaire ?» Et il ne peut pas y avoir de formation de qualité sans un niveau de langue, un certain niveau, atteindre un certain niveau. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, professeur Mimi, pour cette communication qui rappelle. Alors, nous interrogeons toujours sur les compétences requises auprès d'un éducateur du préscolaire. Alors, vous avez essayé, tout en répondant à la question que vous êtes posée depuis le début et qui est l'intitulé de votre communication, de essayer de défendre l'idée selon laquelle que le métier d'éducateur, s'il vous plaît, que le métier d'éducateur exige des compétences linguistiques, que je vous suggère quand même d'étendre sur des compétences langagières. Je me demande si un éducateur pourrait réaliser beaucoup de choses sans pour autant dire un mot par un geste. Le poids du non-verbal auprès de l'enfance, je crois que ça doit être extraordinaire. Hein. Et donc des mimes, je ne sais pas, des gestes très expressifs, mais qui sont quand même pleins de sens. Alors, et pour défendre cette idée, vous êtes basé sur deux perspectives qui sont complémentaires. La première, elle est didactique, et qui intéresse particulièrement la formation linguistique de l'éducateur. Cette formation linguistique, avez-vous précisé, alors qu'elle est importante pour que l'éducateur puisse développer d'abord les connaissances linguistiques des enfants, pour qu'il apporte les remédiations nécessaires aux différents niveaux de la structure linguistique que vous avez illustré par le niveau de la structure phonologique, graphique, n'est-ce pas, lexicale, et ça peut aller... Et deuxième perspective, qui complète la première, qui est la perspective pédagogique, en disant que la maîtrise des langues, maîtrise de ces compétences linguistiques, c'est un vecteur quand même de fluidité verbale, la maîtrise de la langue, qui devrait fonctionner comme un facteur d'interaction et de régulation en classe. Voilà. J'ai essayé comme d'être bref, mais j'espère que ça résume un peu votre pensée. Sur ce, j'ouvre le débat, et donc, je ne sais pas, peut-être on doit se reconnecter. On temporise ou on commence par le présentiel cette fois-ci. Allô? Voilà, si vous avez déjà des questions à poser à Madame Hamimid sur sa communication. Oui, Madame, s'il vous plaît. Madame Blinky. Oui. D'autres questions? Juste une remarque. Juste une remarque, c'est pas une question. Leïla. Bien, on démarre déjà. Alors, 3 questions. Enfin, ça peut être suffisant pour qu'on prenne contact avec notre première intervenante. Alors, Madame Belmeki, s'il vous plaît. Donc, merci pour votre présentation, Madame Sohra, que j'ai trouvée vraiment très intéressante. J'aimerais bien aller plus loin avec vous, parce que vous avez parlé de la conscience phonologique. Je suppose que chez l'enfant préscolaire, on parle de ce qu'on appelle la sensibilité phonologique,
qui est relative à la langue maternelle et qui se développe après avec ce qu'on appelle l'apprentissage à l'école. Alors, cette conscience, ou bien ce passage de la sensibilité phonologique vers la conscience phonologique, il se base sûrement sur ce qu'on appelle la découverte de la correspondance graphophonimique chez l'enfant qui vient de découvrir à l'école que le langage maternel, on peut l'écrire aussi. C'est dans ce sens-là. Du coup, elle a vraiment besoin d'entendre les bonnes prononciations des phonèmes pour les transformer en graphèmes, quelque part. Donc, la question qui se pose, c'est que à quel point la prononciation joue un rôle dans l'apprentissage des langues au préscolaire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ma deuxième question, c'était pour Madame Montpellier, pour tout à l'heure. Oui, bref. Par contre, même Madame Zora peut y assister parce qu'elle travaille dans le même domaine. Voilà, elle est avec nous. Je lui pose la question. Vous pouvez poser la question quand même, on va la noter. D'accord. Donc, Madame Branca. Vous nous entendez, Ranka? Branca, voilà. Ranka, ok. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Donc, vous pouvez par contre noter la question. La question est la suivante. Lorsqu'on parle de l'acquisition et l'apprentissage des langues, c'est deux niveaux différents. Du coup, lorsqu'on parle de l'apprentissage à l'école, on mentionne trois stades essentiels. C'est le stade logographique, le stade alphabétique et puis le stade orthographique. Est-ce qu'on peut parler des mêmes stades chez l'enfant bilingue? C'était ça ma question. Merci. Leïla, s'il vous plaît. J'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Madame Mimid concernant l'enseignant comme un modèle langagier. J'avais une collègue enseignante du français et elle est de l'ODEV Montpellier. Il prononce le mot pain, peine. Je veux du peine. Alors la majorité absolue des élèves prononcent chez eux le mot peine, sachant que ces parents sont des parents francophones. Et ça a été la remarque des parents. Voilà. C'est ça. Voilà. Pain et peine. C'est la prononciation. Ça dérange personne. La prononciation de la personne. Très bien. Alors, Madame Tora, s'il vous plaît, elle est de ce côté. Elle entend maintenant. D'accord. Madame, s'il vous plaît. Elle a une autre Madame. Ah oui. On n'a pas encore terminé. Là, j'avais une question pour elle, pour Madame. Je la répète. Et Madame Ranka. D'accord. Donc, bonjour Madame. Merci pour votre intervention intéressante. Je parlais tout à l'heure de deux niveaux d'apprentissage des langues. On parlait de l'acquisition et puis on parle de l'apprentissage à l'école. Alors, lorsqu'on parle de l'apprentissage à l'école, surtout du passage du L1 à L2, on parle de la littérature d'ailleurs, mentionne trois niveaux essentiels dans l'apprentissage. C'est le stade logographique, le stade alphabétique et puis le stade orthographique. Bien sûr, il y en a certains qui ont développé ces trois stades, mais cela dit qu'il reste dans la littérature une référence. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'enfant bilingue passe du même stade? Merci. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu la question, mais bon, on parle ici vraiment des enfants au niveau préscolaire. Donc, ce niveau, ils vont arriver dans une structure scolaire où il y a une langue autre que la langue maternelle qui va être enseignée. La question de savoir comment faire aussi garder leur langue et qu'ils puissent aussi acquérir la langue de l'école et continuer la scolarité sans que la langue maternelle soit complètement évacuée. Alors ensuite, il y a partie de ça qui vont passer en fonction
de l'apprentissage de l'écrit, des rapports entre la langue maternelle écrite et la langue maternelle, s'il existe, etc. Ça, c'est encore des questions empiriques et très évidentes de comprendre la situation dans laquelle se trouvent les écoles. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais dans tous ces cas, les enfants bilingues, s'ils sont bien suivis, si les langues sont valorisées, et si on a la chance de les suivre de façon optimale, il n'y a pas de difficulté pour qu'ils acquièrent à tous les niveaux de langue. Évidemment, comme je l'ai dit, il y aura toujours une langue qui va dominer et pas toujours la plus parlée, parce que, évidemment, la structure scolaire va commencer à imposer aussi des concepts et l'écrit et les connaissances dans une culture, quelquefois, qui est très différente de celle de la famille. Mais si on a la langue maternelle toujours positive pour les enfants, même si cette langue n'est pas une langue beaucoup parlée, pour l'individu qui est bilingue, c'est important de connaître le français et le darija que de connaître le français, l'anglais ou darija anglais. Pour l'individu, le bilinguisme est un avantage si le bien écrit et bien parlé. Merci. Anka. Voilà. Bon, je tiens à remercier toute la comité d'organisation de ce colloque fructueux. Ma question est adressée à Madame Zahra. Personne ne peut nier l'importance de la maîtrise de la compétence orale chez les éducateurs. D'ailleurs, on a un nombre bien limité des éducateurs qui ont une licence à la formation au préscolaire, à travers laquelle ils ont bénéficié des modules sur la communication et les langues. Mais pour les éducateurs qui se trouvent actuellement dans le terrain, quel plan d'action peut-on fournir pour renforcer leurs compétences langagères? Et merci. Ça m'est adressé à moi? Non. Voilà, parce que je comprends pas. Alors, j'aimerais vous répondre, vous me dites comment est-ce qu'il peut faire. Alors, rien ne les empêche de suivre des cours de français. C'est d'accord. C'est l'auto-formation. Ici, ils ont déjà cette conscience. S'ils sont conscients qu'ils ont des lacunes, il faut qu'ils s'améliorent. Il y a des cours de français je sais pas, de partout. Salam alaikum. Je tiens à vous remercier pour ce colloque, c'est très intéressant. Et c'est très important dans les circonstances actuelles. Alors, pour Madame Zahra, pour la réponse que vous avez donnée à Madame Zahra, je vois que dans la mesure d'assurer une égalité des chances et une équité, alors on trouve que les éducatrices et les éducateurs de préscolaire se trouvent dans des régions du Maroc, loin d'une connexion Internet, loin des centres de formation. Alors cela, je vois que ça va vraiment nous donner un Maroc qui est divisé par deux, mais deux moitiés qui ne sont pas du tout équitables. Merci. Si vous permettez, je vais rebondir. Merci. Vous me dites, oui, c'est le Maroc rural. Vous me dites loin des connexions, etc. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui travaillent dans le rural, certes. Mais, comment ça s'appelle, rien ne les empêche de suivre des formations à distance. Il y a énormément d'offres à ce niveau-là pour s'améliorer, pour améliorer son niveau de français. On propose des formations à distance. Je ne sais pas de quel Maroc rural vous parlez, mais sachez que moi-même, je suis issue du milieu rural et je vais dans le monde rural 2 à 3 fois par an. Et c'est vraiment le monde rural du monde rural, c'est l'oriental. Et je prends une piste pour arriver dans le patelin d'où je suis originaire. Et il y a de la connexion. Je ne sais pas de quel monde rural, peut-être que nous n'avons pas le même, je ne sais pas.
même il y a des applications avec lesquelles on peut apprendre comme Duolingo, on n'a pas besoin de la connexion. Et ça veut dire que ça fonctionne avec des niveaux. De A1 vers C2. Non, je suis vraiment désolé. Alors, j'aurais peut-être une petite minute à vous donner. Alors, votre question, vous la poserez directement. Oui. Je viendrai vers vous pour... Très rapidement, non, je peux parler. C'est très bien. Je parle en tant qu'éducatrice. J'interviens en tant qu'éducatrice. La question relevée dans ce colloque, c'est quelle formation pour un préscolaire de qualité. Donc ici, d'après ce que j'ai compris, la condition primordiale pour un préscolaire de qualité, c'est une formation de qualité, une formation de base et une formation continue de qualité pour les éducatrices. Donc je reprends la question qui a été dite. On ne parle pas ici d'auto-formation, mais on parle d'un projet ministériel. Comment faire pour bien former ces éducatrices qui relèveront ce projet de généralisation, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité de préscolaire. Donc, on a parlé dans les états de lieu. Oui, l'état de lieu, quand on a le premier intervenant durant le premier panel, quand il a relevé l'état des lieux, il a parlé d'un défi majeur. C'était un niveau de qualification très faible pour les éducateurs. Puis, le deuxième intervenant, il y avait vraiment un profil très ambitieux de l'éducateur qu'on vise. Donc, il y a un long chemin à parcourir entre les deux, entre le défi et le profil qu'on vise. Quelle formation et quel chemin peut-on parcourir? Moi, je trouve que durant toute la journée, on n'a pas répondu à la question. Oui, parce que ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus qu'une question. Oui, non, mais on comprend. Excusez-moi, j'interviens parce que... Durant toutes les interventions, et pourtant, on m'avait promis d'être bref. Ce qu'on voulait avoir, l'objectif. Mais comment l'atteindre? Nous, on veut l'atteindre. Vous voulez l'atteindre. Comment? Oui. C'est à vous de nous guider. Bien, alors comment? Alors, tous les chercheurs et tous les rapports d'évaluation ont été à chaque fois unanimes pour nous dire que la formation initiale n'a jamais été, n'est jamais et ne sera jamais suffisante. Bien sûr. Alors, et d'où peut-être le complément. Bon, ce qui va faire quand même peut-être la distinction, la différence entre un éducateur, un bon éducateur, avec quelqu'un qui est moins bon, avec quelqu'un qui n'est pas bon du tout, ce n'est pas forcément la formation initiale qu'elle aura reçue peut-être via le ministère, mais peut-être les efforts de perfectionnement, l'expérience. Alors on parle, les rapports institutionnels parlent de réflexivité, c'est-à-dire quand même cette attitude qui pousse l'éducateur à faire à chaque fois mieux, à repenser quand même sa manière de faire, etc. Peut-être c'est dans cette perspective qu'on a évoqué la question d'auto-formation. Dans l'auto-formation, je peux très bien m'inspirer des expériences des autres, et on est là pour justement cette raison. Parmi nous, il y a des personnes qui ont parcouru plein de contextes et qui sont venues pour partager avec nous. Ce n'est pas parce qu'ils se sont auto-formés, mais parce qu'ils ont acquis des expériences autrement, c'est-à-dire par autre que la voie de la formation initiale. Excusez-moi, peut-être que je n'étais pas... Alors, vous avez posé 3 questions, vous aurez le souffle. Alors, on n'a pas... On arrête pour parler de l'éducateur. Je vais demander l'arbitrage du public. Est-ce que vous pouvez tolérer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... Oui, je peux lui donner... Soyez bref, s'il vous plaît. Une simple phrase. Allez-y. On a la même formation pour les éducateurs et les éducatrices. Quand on travaille, on a des éducateurs qui touchent 1000 dirhams. Et on a aussi des éducateurs qui touchent 10 000 dirhams. Donc c'est à vous de choisir où vous voulez vous positionner. Merci. Très bien. Voilà, merci beaucoup Anka. Merci à vous, c'était un peu complexe, mais bon, ça allait quand même. Oui, rien de facile. Hein. Eh bien, à votre nom, chère présence, je vous remercie beaucoup. Un point.